studios officiels qu'on a utilisés, qui sont les studios Molinard à Londres. C'est situé à 50 mètres de la fameuse Carnaby Street. Studios qui sont utilisés pour faire toutes sortes de tournages, à l'époque vidéoclips, etc. Alors, avant même que nos installations soient prêtes, j'ai enregistré les premières émissions, les premiers commentaires dans une petite pièce avec un micro qu'on tient au-dessus de la lèvre comme ça, suivre l'image sur la télé, sans être véritablement dans un studio vraiment adapté. Alors, c'est parti avec rien du tout. Et, ah oui, les débuts étaient laborieux, difficiles, sans trop de moyens, quoi, finalement. C'est-à-dire beaucoup de travail, surtout parce que, grosso modo, nous n'étions que 2 commentateurs. Ouais. Et on n'avait pas toujours le loisir d'avoir un analyste avec nous. Durant la première année, là, il y avait Michael et il y avait moi. Alors, si tu passais ta journée, TV Sport diffusait 9 heures par jour à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rediffusion, on ne diffusait pas la nuit ni rien, mais c'était 9 heures par jour. Alors, du lundi au vendredi, 7 jours semaine, 9 heures par jour. Alors, il y avait des rediffusions, ce qui fait que tu pouvais avoir des journées entières où c'était que du Michael Junot sur tous les sports. Puis le lendemain, ça pouvait être Chabot qui était tantôt sur le basket, tantôt sur le football américain, tantôt sur le hockey sur place. Et les émissions étaient les unes à la suite de l'autre. Mais il fallait bien commencer quelque part. Ça s'est amélioré par la suite. On avait davantage de voix différentes, des analystes experts qu'on pouvait inviter avec nous, etc. Et ça a donné des résultats, je pense, intéressants, là, notamment pour le basket. Oui, vous pensez que c'était le basket qui avait la primauté en termes d'audience ou pas du tout? Enfin, c'était simple. Dans les sports américains, oui. Le basket de la NBA, je pense que c'était loin devant. En deuxième, je dirais le football américain, parce que il y avait une montée à ce moment-là de l'enthousiasme pour ça. Il y avait des restaurants, des bars qui organisaient des soirées pour la diffusion du Super Bowl en direct. Le football américain, en termes de sport américain, c'était probablement numéro 2. Ensuite, loin derrière, le hockey sur glace, le baseball. Mais à côté de ça, on avait tous les grands rendez-vous de tournois de tennis. On ne faisait pas les tournois de Grand Chelem parce que ça, c'était des droits à part. Et les droits dans chacun des pays, que ce soit en Angleterre ou en France, c'était les diffuseurs nationaux qui détenaient ou bien Wimbledon ou bien Roland-Garros. Mais à peu près tous les autres tournois, on les faisait. Et puis, même chose pour le golf. Course automobile, on avait un tas de trucs, beaucoup de compétitions britanniques, européennes, allemandes. Et je me suis même retrouvé à décrire les 24 heures du Mans. Ah oui. D'accord. Alors que moi, la course automobile et moi, là, on n'a pas beaucoup de liens de parenté. Et je me voyais mal, moi, Québécois, aller expliquer aux Français qu'est-ce que c'était que les 24 heures du Mans. Et quand on dit les 24 heures du Mans, là, on faisait 15 heures d'antenne sur les 24 heures de course. Mais nous, c'est surtout la voix qui nous a marqué. Et les expressions. Je me souviens pour le Super Bowl. Moi, j'ai un souvenir. Je pense que c'est vous qui faites les Super Bowl. Je me souviens de San Francisco-Denver C'était terminé raclé pour les Broncos. Exactement, à Nouvelle-Orléans. Voilà. Et c'était et avec vous disiez quart arrière pour quarterback. Vous disiez touché pour touchdown. Ouais. Et c'était extraordinaire. Et après, je me souviens de vous, probablement faites les playoffs NHL. C'est vous qui faites aussi la NHL? Je faisais aussi les matchs de hockey, oui. Et alors, je me souviens de la finale Pittsburgh-Minnesota North Stars. Oui, avec le fameux but de Mario Lemieux où il avait déculotté tout le monde pour aller la mettre dedans. Ouais. Voilà, et Minnesota qui était la petite équipe. Et ça, c'est mes souvenirs qui sont comme la NBA, NFL et NHL en même temps. Avec votre voix,
celle de Gérard Reims et celle des autres. Vous deviez être adolescent à peu près à l'époque. Mais je vais vous dire, le Super Bowl, celui dont on parle, j'avais 12 ans et demi peut-être. Voilà. Pareil, moi en 93, j'avais 12 ans. Moi, je suis 77. Je suis de 77. Donc, quand on regarde vos émissions, il suffit de faire l'addition et voilà où on en est. Oula. Oh, TV Sport, les pins TV Sport. Oh, putain. Là là. Ça date pas d'hier, ça. À l'époque, évidemment, les pins et les gens se les échangeaient, etc. Et on avait eu la bonne idée à TV Sport de faire créer une série de pins comme ça pour différents sports. Alors, celui que vous voyez, tout en haut ici, ça, tout en haut ici, je ne sais pas si vous le voyez là. Non, là on ne voit pas. Il faut centrer. Il faut centrer. Voilà. Oui. Ah, c'est le logo. Oui. C'est un vieux logo. C'est le premier logo TV Sport. Je me souviens. Et ensuite, il y a eu celui-ci. Oui. Et le S qu'on retrouve ensuite dans chacun des sports représentés. Le double S après. Voilà. Et le double S, pourquoi? Parce qu'en anglais, la chaîne, c'était Screen Sport. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça. Et du côté de l'Allemagne, parce qu'il y a eu les Allemands après qui se sont joints à nous, eux, c'était Sport Canal. Ouais. Et il y a eu les Néerlandais. Ah, ça s'est fait en plusieurs temps, en fait. C'était pas dès le départ. Oui, d'accord. Une fois qu'on avait pris un bon élan, il y avait des négociations, les Allemands sont arrivés. Ensuite, on a eu les Néerlandais qui, eux, étaient avec la chaîne qui s'appelait Sportsnet. C'était la même chaîne, mais en néerlandais. Et pour quelques événements particuliers, on avait aussi de l'espagnol. Je pense entre autres pour les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Il y avait les matchs de foot, ouais. La Liga. Vous aviez les matchs de la Liga. Donc, c'était une autre époque. On ne faisait pas ces matchs-là en direct parce que les droits du direct appartenaient à des réseaux en Espagne. Et ce qu'on faisait, c'est que ils nous envoyaient en avion, à tour de rôle, en avion à Barcelone. On allait assister au match et on repartait sur Londres dans les heures qui suivaient le match avec les vidéos du match et avec le son international dessus. Et c'est le lendemain qu'on apposait les commentaires, nous, sur cette rencontre. Incroyable. Alors, ça m'a permis de faire 2-3 voyages à Barcelone juste pour aller chercher des cassettes. C'est génial. C'est fou. Et aux États-Unis, vous y alliez ou pas? Oui. Aux États-Unis, notamment pour la NBA, on avait fait une année, on était allé faire des reportages pré-saison dans les camps d'entraînement de 3 ou 4 équipes. On avait fait les Lakers, on avait fait les Bulls, qui étaient une autre des grandes équipes, on avait fait les Celtics et les Knicks. Alors, on avait fait les 4. Et au moment où nous étions à Los Angeles, non pas à Los Angeles, parce qu'ils s'entraînaient à Palm Springs dans le désert, eux, les Lakers. Ah oui? Au moment où on était là, Magic Johnson annonçait qu'il avait le VIH. Ah oui. Ah, 91. 91. Voilà. Alors, on était là, par hasard. Ah, c'est fou, putain, c'est fou. Ouais, alors c'est le début de la saison 92, peut-être. C'est dans l'été 91. Oui. Entraînement pour la saison 91-92 ou 92-92. Oui, c'était 91-92. Il y a la finale Lakers-Chicago avant. Il revient de l'Open de Paris-Badalone et il doit commencer la saison. Et on dit qu'il s'arrête, voilà. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer, enfin de rencontrer des joueurs, de les interviewer? On avait accès au site d'entraînement et au vestiaire, puis aux joueurs pour faire des entrevues. J'ai quelque part une photo de moi dans mes archives où je suis en train d'interviewer Vlade Divac, qui portait les couleurs des Lakers à ce moment-là. Et il est tellement plus grand que moi que le caméraman n'arrive pas à nous cadrer tous les deux.
Alors, je suis debout sur une chaise pour pouvoir être face à face avec lui. Et j'ai une photo où on me voit debout sur la chaise, micro en main, en train d'interviewer Vlade Divac. Je veux dire, moi, je fais 1m72, 73, gros max. Alors, quand moi, j'entre dans un vestiaire de joueur de basketball, la première fois, c'est impressionnant. Tu te demandes s'il y a quelqu'un qui n'a pas fermé les lumières parce que c'est des géants, quoi, je veux dire. Divac en mesure anglaise, il faisait 7 pieds 3, ça fait 2m13 ou quelque chose comme ça, quoi. Je faisais un géant. Et donc, c'est ça, vous aviez la version française, en fait. Vous aviez les vidéos qui venaient, que ce soit du basket, du hockey, du baseball, de NASCAR, de tout. Et vous aviez le bureau donc à Londres, mais vous apposiez la version française pour le public français. Voilà. Ben, français, belge, suisse. Oui, parce que francophone. C'est ça. On était entendus grâce, non pas au réseau câblé, mais aux liaisons satellites, parce qu'on était aussi satellite et câble. Mais des gens en Afrique du Nord écoutaient des matchs de hockey sur glace. J'ai des compatriotes qui allaient en vacances à Marrakech, puis dans leur chambre d'hôtel, ils pouvaient regarder un match entre les Bruins et les Rangers de New York, tu vois. Et là, ils écoutaient la voix, mais ils disaient, on connaît ce gars-là. Mon nom est Jean-François Chabot. Je suis journaliste sportif. C'est ce que j'ai été toute ma carrière et encore aujourd'hui. J'ai été là du jour 1 jusqu'à la fermeture de TV Sport, donc grosso modo du 15 février 88 jusqu'au 28 février 1993. Alors, c'est un peu plus de 5 ans. Et j'avais comme rôle celui de rédacteur en chef. On me confiait toutes sortes de missions auxquelles je n'avais pas l'habitude. On essayait de faire avec les moyens du bord plus souvent qu'autrement. Et c'est comme ça qu'un jour, Gérard s'est pointé chez nous à Londres. Je vais vous laisser Gérard se présenter. Mais Gérard a été une partie intégrante de notre équipe, même s'il avait encore le statut de pigiste. Allez, à toi, Gérard. Oui, bonsoir, je m'appelle Gérard Hérin. J'étais à Londres depuis quelques années déjà. Je travaillais au service international de la BBC. J'avais un intérêt certain pour le sport, mais je faisais essentiellement du journalisme politique jusqu'à ce que je rejoigne TV Sport sur une base disons de pigiste en quelque sorte, parce que je ne travaillais pas à plein temps. Je n'ai jamais travaillé à plein temps pour TV Sport. C'était pour moi un travail sur le côté. Alors, ça me faisait travailler en gros 7 jours par semaine. Jean-François ça se souvient bien parce que mon service était en radio très irrégulier. Une semaine, je travaillais 2 jours, en gros de 2 heures de l'après-midi à 10 heures du soir. Et puis, la semaine suivante, de 4 heures du matin à midi, en gros. Donc, ça me laissait du temps libre, pas beaucoup pour dormir, mais du temps libre pour passer à TV Sport, enregistrer un commentaire de temps à autre. Et j'ai moi aussi eu le plaisir et l'honneur, en quelque sorte, d'inaugurer ces émissions au début de 88 avec, comme tout premier commentaire, je pense que je n'oublierai pas, un concours de pêche au marlin. Moi qui ne suis pas particulièrement pêcheur, c'était en quelque sorte, j'étais tout de suite dans le grand bain, si je puis dire. Après ça, on a eu du football, du basket qui était davantage dans mes cordes. Oui, alors justement, le choix des sports, c'était, on vous l'imposait ou vous aviez une préférence personnelle? Personnellement, j'avais une préférence. J'aurais jamais osé me mettre devant un commentaire de hockey sur glace, par exemple. Ah oui. Vous savez, le commentaire sportif, c'est un exercice périlleux pour celui qui n'est pas expert. Si vous ne savez pas de quoi il retourne, vous êtes perdu tout de suite, et les auditeurs qui, eux, connaissent bien le factuel, repéreront immédiatement la moindre erreur. Donc, il m'est arrivé une fois de remplacer un collègue sur des sports mécaniques que je connaissais pas beaucoup, et on a reçu des lettres d'injures.
Ah oui, oui, à l'époque, vous receviez quand même des lettres de fans, alors Oui, dans le oh, bon oui, oui, bien sens ou dans le sûr. mauvais Oui, sens oui, parfois. oui, 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 oui. oui. Ouais, En général, c'était plutôt gentil. Mais Oui. le jour où le collègue chargé des sports mécaniques était absent et j'ai eu la faiblesse d'accepter de le remplacer, j'ai tout de suite mis sur la sellette et c'était très dur, très, très dur. En fait, pour reprendre l'histoire du début, là, il faut savoir comment est né TV Sport. TV Sport est né à la suite d'un changement de règlement au niveau de la télédiffusion en France. C'est-à-dire que le gouvernement français a permis aux opérateurs de réseaux câblés d'offrir du contenu sur les réseaux dont ils étaient propriétaires. C'était le cas de la Compagnie générale des eaux qui avait des réseaux à Paris, un peu dans l'est de la France. Je me souviens à Épinal, à Nancy, à Bordeaux. Il y en avait dans le sud de la France, à Nice, Marseille, etc. Mais c'était encore très fragmentaire. C'était les balbutiements là, de ce qu'était le réseau câblé en France. Et donc, la Compagnie générale des eaux veut avoir du contenu de toute teneur, y compris l'idée de faire du sport. Et ils se sont trouvés des partenaires britanniques à Londres, sous la bannière W.H. Smith, qui étaient les libraires. Ces gens-là produisaient du contenu télé pour les réseaux câblés et satellites en Angleterre, dont une chaîne de sport, Screen Sport. Et TV Sport est devenu la version en langue française de ce réseau déjà qui existait déjà. Et ça, c'est comme ça que c'est né, c'est comme ça que c'est parti. 9 heures par jour, 7 jours par semaine, beaucoup de rediffusions. Alors, pas plus que 3 ou 4 voix différentes à l'antenne toute la semaine. Et les spécialités, ben, elles se sont développées un peu de façon naturelle. Étant donné qu'on présentait beaucoup de sports nord-américains, c'est probablement ce qui avait motivé mon embauche, d'une part. Étant donné que je suis québécois, ben, le football américain, le basket, le hockey sur glace, le baseball, c'est déjà, on en avait beaucoup à l'antenne et il fallait quelqu'un pour décrire ça. Alors, quand je me suis pointé dans le bureau d'Olivier René Veillon, qui était notre patron à nous, basé à Paris, ben, je pense qu'il n'a pas hésité trop longtemps en sachant que j'étais journaliste sportif, que j'étais déjà en France et que j'étais prêt à aller m'installer à Londres pour faire ça. Les autres membres de l'équipe se sont greffés au fur et à mesure, justement en fonction des spécialités dont on avait le plus besoin. À partir du moment où on a commencé à faire plus de foot, ben, on a eu besoin de Gérard. En athlétisme aussi, Gérard s'y connaît très bien en athlétisme. Donc, c'est devenu notre gars d'athlétisme. Michael Junot faisait le tennis, le golf, quelques trucs aussi comme de la voile. François May. On a eu du rugby également. Oui, le rugby, c'est vrai. On avait le rugby à 13. Hein, c'était le rugby tel que joué à 13. Parce que je sais qu'en France, on dit jeu à 13, là, mais ça reste on disait à l'époque, ça a été changé, on parle de rugby à 13 maintenant. Mais c'est intéressant parce qu'on a commencé par le rugby à 13, on a eu aussi du rugby à 15, Jean-François, avec la Coupe du Monde, lorsqu'elle s'est déroulée en Angleterre. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur, je peux dire, de commenter la grande finale qui avait opposé l'Angleterre à l'Australie, l'Australie ayant gagné au stade de Twickenham. Alors, on faisait beaucoup de choses, comme on dit en bon latin, off-tube, mais on commentait à partir d'un écran. Mais ce n'était pas les écrans d'aujourd'hui, là. Ce n'était pas les grands écrans plats en HD. Non, non. On avait comme moniteur des trucs minuscules qui faisaient, quoi, Gérard, une vingtaine de centimètres? Oui, à peu près, oui. À peu près. Et c'est là-dessus qu'on voyait les images et qu'on devait repérer les numéros, les attitudes des uns et des autres. On finissait par connaître le langage corporel de chacun des athlètes qu'on suivait pour pouvoir les identifier. Si on avait eu, comme aujourd'hui, les grands écrans plats en 16:9 avec la très, très haute définition et l'accès à Internet, ce qu'on n'avait pas.
nous, les organisateurs des événements qu'on faisait en direct, ils nous faxaient l'information. Ah oui. Et on faisait des photocopies pour tout le monde. Alors, quand on faisait un tournoi de golf ou un tournoi de tennis en direct, on recevait les infos par fax. C'est nous-mêmes qui communiquions avec les différentes organisations pour avoir les infos. Même chose pour un Super Bowl, même chose pour une rencontre d'athlétisme. Et d'ailleurs, quelque part, c'était peut-être plus facile en direct qu'en différé. Parce que si vous voulez une anecdote savoureuse, Gérard peut vous en raconter une. Un meeting d'athlétisme qu'il a décrit. Enfin, vas-y, tu sais de quoi je parle, Gérard. Je veux savoir. Oh oui, c'est-à-dire que la première image que nous avions reçue de ce reportage, c'était au départ d'un 100 mètres. Et on voit des jeunes femmes donc, qui étaient dans les blocs de départ, en position pour prendre le départ de la course. Et donc, on cherche fiévreusement la liste des concurrentes du 100 mètres, mais on s'est rendu compte, après quelques foulées, qu'il s'agissait d'un 100 mètres haie. Ah. Et donc, le commentaire était complètement à côté de la plaque, en quelque sorte. Il a fallu, encore une fois, fiévreusement rechercher les concurrentes du 100 mètres haie. Le temps de les trouver, la course était achevée. En fait, l'histoire est encore meilleure que ça. C'est que Gérard et François May croyaient qu'ils allaient décrire un 100 mètres masculin. C'était un 200 mètres, en fait. 200 mètres avec masculin. ces petits écrans, on avait une vision très lointaine du départ du 200 mètres. Ouais. Et on nous avait annoncé, à l'époque, c'était le grand maître de la spécialité, Carl Lewis. Et alors, donc, on avait commencé à gloser sur Carl Lewis et on s'est vite rendu compte, à la sortie du virage, que Carl Lewis, en fait, était une ravissante jeune femme. Incroyable. Alors, bon, ça venait avec les aléas de la façon de travailler aujourd'hui. Je peux raconter une autre anecdote qui a été. Alors là, il n'y a pas eu d'incident particulier de notre côté. Simplement, j'ai eu l'occasion de commenter un match de football. J'étais en qualification pour le mondial zone sud-américaine, un match qui opposait le Brésil au Chili, figurez-vous. Et alors, dans cette rencontre, il s'est passé un incident sans précédent, à ma connaissance, dans l'histoire du football international. Un pétard a été jeté depuis la tribune et a atterri à quelques mètres du gardien de but de l'équipe du Chili. Ce dernier s'est roulé par terre, feignant d'avoir été atteint par le projectile, et ses partenaires se sont immédiatement rassemblés autour de lui, ont quitté la pelouse, ont abandonné la partie. Et il s'est écoulé une bonne vingtaine de minutes avant que le reportage ne finisse, parce que les joueurs chiliens ne sont pas revenus. Alors moi, j'ai dû improviser un commentaire sur un match qui ne se déroulait pas, en l'occurrence. J'ai expliqué ce que risquaient les Chiliens, parce que abandonner un match de football, c'est une prérogative de l'arbitre. Il peut, lui, interrompre une rencontre. Les joueurs n'ont pas cette prérogative. Et donc, à partir de là, j'ai dit que je ne me suis pas trompé. En l'occurrence, j'ai eu la chance, j'aurais fort bien pu passer à côté de la plaque, mais j'ai expliqué que les Chiliens s'exposaient à de graves sanctions. En l'occurrence, le gardien de but du Chili, qui a feint d'avoir été atteint par un projectile, a été exclu purement et simplement, a été radié par la Fédération internationale de football. La sélection chilienne a été éliminée d'autorité également de la Coupe du Monde. Donc, c'est un événement qui s'est passé comme ça, qui est totalement imprévu. Jean-François a eu l'occasion, lui, d'assister en direct à un tremblement de terre. Oui, effectivement. C'était pour la série mondiale, la fameuse World Series du baseball. Moi et mon confrère François May, on se prépare et le match commence 1h du matin, heure de Londres. Alors, vous voyez, on ne faisait pas ça pour les codes d'écoute. Et la série mondiale, cette année-là, oppose les Giants de San Francisco aux Athletics d'Oakland. Donc, ce sont les deux villes de chaque côté de cette grande baie. Et on est prêt pour le début du match et soudainement, on perd l'image. L'image disparaît complètement. Au bout de trentaine de secondes, l'image revient. Et ce qu'on a, c'est un plan large au-dessus de la ville et on voit qu'il y a des fumées qui s'échappent de quelques édifices. Et on nous fait comprendre qu'il vient d'y avoir un tremblement de terre
assez important au point où les deux tabliers du fameux Bay Bridge, non pas le Golden Gate, mais le Bay Bridge qui a 2 tabliers, ben, il y a des portions du tablier qui s'étaient effondrées sur celles d'en dessous, des maisons, des édifices effondrés, des autoroutes effondrées, etc. Incroyable. Mais au lieu de décrire un match de baseball, cette nuit-là, François May et moi sommes restés à l'antenne. Ça a été la décision de notre réalisateur. On est resté à l'antenne pendant 4h30 à décrire ce qu'on voyait du tremblement de terre. Comme des journalistes, quoi. Comme des journalistes. Les journalistes de sport sont des journalistes. Oui, bien sûr, mais voilà. des journalistes de faits. Voilà. Et le surlendemain, je me souviens, dans le journal Le Monde, il y avait eu un petit paragraphe qui disait que grâce à TV Sport et à ces 2 journalistes, la France avait pu suivre en direct le déroulement des événements à San Francisco. C'était donc en 1989. Oui, on est en 89, d'accord. Et c'est intéressant parce que vous parliez justement d'audience, des gens qui vous écoutent et tout ça. Est-ce que vous aviez une vue à cette époque-là déjà sur l'audience de certains sports plus que d'autres? Est-ce que ça changeait d'une année sur l'autre en fonction de l'audience? On ne nous communiquait pas vraiment ces chiffres-là parce que sachant que notre réseau n'était pas hertzien, mais uniquement sur les réseaux câblés et via satellite, ben, il n'y avait que les gens qui avaient ces équipements-là qui pouvaient nous écouter, nous voir. Donc, on ne se préoccupait pas de ça. On se préoccupait de bien faire notre travail, de bien livrer le contenu. Et pour le reste, les patrons, là-dessus, il n'y a jamais eu de pression en disant « Ouais, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ou ça marche mieux. » Mais bon, on est en Europe, même si on sait que on présente beaucoup de sports nord-américains. On ne sortira pas du fait que le foot reste encore et était déjà à l'époque le sport numéro 1. Et c'était la chasse gardée des réseaux publics et de certains réseaux privés, Canal+, qui faisait ses débuts à peu près à cette époque-là aussi. On a eu la chance aussi quand même que Olivier Veillon signe un contrat avec le FC Barcelone, qui était quand même un des très grands clubs de football du monde. Et on avait, à partir de la 2e année de TV Sport, on avait pu suivre en intégralité et en direct les rencontres du FC Barcelone, ce qui n'est pas rien quand même. Oui, puis grâce à ça, on a fait quelques voyages à Barcelone pour aller chercher des cassettes. Très belle ville. Et oui, si je peux revenir rapidement sur le point de vue technique, imaginez les studios comment c'était. C'était dans un sous-sol, je vous disais, les studios Molinaire à Londres. Et quand tu rentrais dans une régie, tu avais le technicien qui avait tous ces boutons de contrôle devant lui, etc. Et le son s'enregistrait sur une bande magnétique 24 pistes, un peu comme ça se fait en studio de musique. Et il y avait la synchronisation qui se faisait avec ce qu'on appelle le time code entre l'image et le ruban de son. Et tu avais autour 4 ou 5 cabines selon les besoins, avec les commentaires en anglais, en français, en allemand, etc. Et donc, le son international venant du stade ou du lieu de compétition était mixé avec la voix des Français, puis ensuite sur d'autres pistes avec la voix des Allemands, et sur d'autres pistes avec... Et une fois que l'enregistrement était complété, ça partait à la mise en onde, et les repères électroniques de l'image et du son se mettaient synchro, et ça partait comme ça sur différents canaux pour l'Allemagne, pour la France, etc. Mais du coup, chaque retransmission était commentée dans plusieurs langues ou... Oui, à chaque fois. Tout ce que la France voyait, les Allemands voyaient la même chose au même moment en allemand. L'Angleterre voyait la même chose en anglais. Les Pays-Bas voyaient la même chose en néerlandais. Et il y a eu quelques événements particuliers, je pense à des épreuves équestres, quelques meetings d'athlétisme, je pense, les 24 heures du Mans,
où sont venus s'ajouter à toute cette joyeuse bande un groupe d'Espagnols aussi, parce qu'on a diffusé quelques reportages aussi comme ça en espagnol. Mais c'était la même chose. C'est resté comme ça, inchangé, jusqu'à ce que Canal+ fasse l'acquisition de TV Sport et commence à préparer le déménagement de Londres vers Paris. Mais déjà dans la dernière année, ils ont effectué ce qu'ils appelaient le décrochage. Ça s'est arrêté comme ça le 28 février. Et la toute dernière émission, c'était du tennis. Et il était minuit le soir, de toute façon, c'était en direct. Mais j'ai eu l'idée comme ça, j'ai dit, parce qu'on était tous encore dans la salle de rédaction pour les dernières minutes, les derniers moments de TV Sport, puis j'ai dit, on descend tous au studio. J'ai dit, on va finir ce reportage-là en le faisant à relais. Ah ouais. Et à toutes les 2 ou 3 minutes, le commentateur sortait de la cabine de commentateur, était remplacé par le suivant, qui poursuivait exactement là où l'autre avait laissé. Et puis, c'est Frédéric Laville qui a finalement fermé l'antenne en disant, au nom de toute l'équipe, merci et à une prochaine. Et ça, donc là, on est bien en 93, quoi. On est le 28 février 93, oui. Ah oui, Gérard, pendant que tu nous as quittés momentanément, je racontais les derniers moments où on est allé décrire à relais du tennis. Oui. On a pris tour à tour la chaise et le micro pendant les 20 dernières minutes du reportage. Mais alors... C'est un beau souvenir, ça. Hein? Ouais. Oui, j'imagine. Mais vous deviez alors être une bonne bande de commentateurs, alors finalement, avec toutes ces nationalités au final. Oui, déjà, nous, on avait quoi, 9 ou 10 personnes régulières à l'antenne, là, si j'inclus Gérard, Emmanuel Coste. Pour les francophones, oui. Oui, et pas tous français, déjà. Ouais. Michael Junot est suisse. Suisse, oui. Et nous étions 2 Québécois, 2 Canadiens. Il y avait aussi Philippe Crépeau, mon collègue, qui faisait beaucoup de sport automobile. Et Philippe et moi, on travaille toujours ensemble. Toutes ces années après, plus tard, on est tous les deux au service de Radio-Canada. On dit Radio-Canada parce que c'est le nom générique de la boîte, mais Radio-Canada englobe les services radio, télé, web, etc. Et donc, Philippe et moi, on a travaillé ensemble à Londres et on est toujours ensemble plus de 30 ans après. Et de la même manière, Jean-François, j'ai continué de travailler pour ma part avec Emmanuel Coste pendant de très longues années, jusqu'à il y a 2 ans où j'ai raccroché en quelque sorte sur des commentaires de football du championnat d'Angleterre. Et ce qui est fort amusant aussi, c'est que Gérard intervient pour une chaîne radio concurrente ici au Québec, une chaîne privée, et il fait des reportages sur ce qui se passe en Angleterre, quand il y a des sujets intéressants comme Brexit ou autre. Ou la famille royale. On la aime famille royale. Oui. Alors, quand il y a une intervention sur les ondes de la station 98,5 à Montréal, ici, c'est mon collègue Gérard que j'entends, c'est très drôle. Oui, parce que Gérard, vous étiez à la base journaliste politique. Oui. Et puis, vous êtes devenu un peu, alors je ne dis pas par chance, mais par hasard, un peu. Oui, voilà. Je faisais de temps à autre des petits commentaires de sport, mais je ne faisais pas de commentaires en direct. On me demandait d'intervenir pour faire le résumé d'un match qui s'était passé la veille, des choses comme celle-là. Donc, c'est TV Sport qui m'a mis dans le grand bain du commentaire en direct. J'en avais pas. Je connaissais le sport, j'avais pratiqué pas mal de sport moi-même. Hein. J'ai fait beaucoup de basket, ce qui m'a amené à commenter avec, alors je dirais pas avec pertinence, mais avec passion en tout cas, les matchs de la NBA. Et Jean-François
pourra me le confirmer, on a eu l'immense satisfaction de commenter cette extraordinaire finale entre les Lakers de Los Angeles et les Bulls de Chicago, où il y avait un duel à distance, en quelque sorte, entre Magic Johnson du côté des Lakers et Michael Jordan chez les Bulls. Oui, il y avait effectivement Magic Johnson, il y avait aussi James Worthy. Bien et sûr. Du côté des Bulls, ben, c'était non seulement Michael Jordan, mais Scottie Pippen, Cartwright et toute cette grosse équipe là, qui alignait les championnats là, au début des années 90. Alors, c'était vraiment extraordinaire de faire ça. Et en plus, on a eu le plaisir de travailler aux côtés de Francis Jordan, qui était à la tête de l'équipe de France à ce moment-là. Alors, moi qui n'étais pas un grand connaisseur de basketball, le fait d'avoir Gérard et Francis à mes côtés, ben, disons que ça te donne un peu d'assurance, quoi. Oui, tout à fait. Et ces finales-là, vous les aviez commentées en direct En direct, oui. En direct, vous aviez... à des heures insupportables, soit dit en passant. Oui, à 3 h du matin. Ouais, à mais Londres, ça, finalement, le match commençait à 1h15. Ouais, à Londres, ok. Ouais. Alors, on sait que les 2 dernières minutes d'un match de basketball professionnel peuvent durer une demi-heure. Quand il n'y a pas de prolongation. Alors, souvent, ce qui arrivait, c'est que quand on sortait des studios, ben, on était encore un peu sur l'adrénaline. On allait déjeuner ensemble plutôt que de rentrer à la maison tout de suite. Et on rentrait au petit jour. C'est génial. Non, mais c'est génial de vous entendre parce que même Harry, qui est ici présent, est un grand fan de TV Sport. Moi, personnellement, je n'ai pas connu à l'époque TV Sport. Je connaissais à travers les magazines, il y avait des publicités. On m'avait déjà passé 1 ou 2 VHS où j'avais vu un match enregistré, mais j'avais pas la chaîne, j'avais déjà Canal+, mais en plus, je débutais le basket, j'étais adolescent, quoi. Mais de vous réécouter et de vous entendre, je connais vos voix par cœur et avec Harry, on a regardé énormément de matchs. Et si vous voulez, Harry m'a rapporté une 50aine de VHS. Voilà. Et ça, il y en a 5 ou 6 des piles comme ça. Et moi, je m'occupe de les numériser, de les sauvegarder, quoi, finalement, tous ces matchs-là. J'en ai gardé une seule, moi. C'est la première fois où j'ai eu à faire un commentaire de ce qu'est le sommet de la saison en Espagne, le match de foot entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et c'est la première fois où j'ai commenté ce match-là, j'ai gardé la cassette. Mais c'est le seul que j'ai conservé. Ah oui, votre premier commentaire. Non, ce n'était pas mon premier commentaire, mais c'est la première fois où j'ai commenté ce match-là. Ah oui, d'accord. Un classico. Ce que les Espagnols appellent le classico. Et le grand classique de la saison. Oui. Ah bah oui. Et puis, il y avait un commentateur qui s'appelait Vincent quelque chose, non? Ça vous dit quelque chose? Vincent Souchot, du basket, lui, voilà. Vincent, oui. Et voilà. Alors, c'est un ancien international de basket lui-même, donc il connaissait bien le basket, lui aussi. Puis il était tout proche encore des internationaux français parce qu'il avait quoi, 30 ans à peine. Donc il venait juste de finir sa carrière quand il a rejoint TV Sport. Oui, parce qu'on l'entend souvent en commentaire en duo avec vous et sur des NBA Action aussi, ces petites émissions là d'une demi-heure. Qui résumaient l'activité de la semaine. Et ça, on recevait une copie de la cassette qu'on regardait, on se prenait des notes rapidement sur le propos qui était tenu en anglais par les Américains et on l'adaptait chacun dans nos langues, français, allemand, etc. Alors, c'était vraiment bien fait, ce magazine-là. Oui, c'était bien fait. Oui, le plus souvent, c'était un peu de la traduction de ce qui se disait en américain, quoi, finalement. Oui. Alors, si on peut revenir un peu sur cet épisode-là, qui marque un peu la fin de TV Sport, comment vous l'apprenez à l'époque, vous? Enfin, par quel moyen on vous le dit? D'abord, moi, je me rends du côté de Rennes parce qu'il y a inauguration d'un nouveau réseau câblé de ce côté-là. On me fait venir en avion de Londres et puis j'atterris même dans un petit coucou à l'aéroport de Rennes et il y a Olivier Veillon qui est là, etc. Et la secrétaire administrative d'Olivier vient me voir en me disant il se passe quelque chose,
Olivier va t'en parler, etc. Et c'est dans ce truc public-là qu'Olivier me prenne en partie pour me dire que il en était à ses dernières heures comme directeur général de TV Sport parce que Canal venait de racheter TV Sport, la portion TV Sport France, là, et en fait, presque la totalité du réseau en partenariat avec les gens d'ESPN, ou à peu près entre le... J'ai écoulé 1 an à peu près, oui. Entre le changement de propriétaire et la clé sous la porte du réseau Screen Sport, TV Sport, Sport Canal comme on le connaissait. Et peu de temps après, les Allemands, eux, ont été... Ceux qui travaillaient pour la version allemande, plusieurs ont continué en allemand après, même à Paris. Même chose pour les Néerlandais. Et ils ont ensuite absorbé Sky Sport, parce que Sky Sport était en difficulté aussi à l'époque, et c'est devenu Eurosport. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que... Alors, Eurosport France, etc., c'est dans la lignée directe de TV Sport. Mais dans l'Est de la France, oui, il y avait des réseaux câblés bien établis. Ouais. Et ça coûtait moins cher d'être câblé que d'avoir Exactement. le Canal. C'est ce qu'on avait nous à Toulouse. Mais pour être honnête, Canal avait commencé à faire du basket avant que TV Sport vienne au monde. Mais à partir du moment où TV Sport est arrivé et que ça a un peu, entre guillemets, démocratisé l'accès à des retransmissions en direct, etc., ben oui, on est devenu assez populaire auprès des amateurs de basketball. D'ailleurs, petite frustration personnelle, si je peux me permettre, quand on fait une recherche Google ou Wikipédia concernant TV Sport, il n'y a aucune mention des 5 années londoniennes de TV Sport. C'est comme si TV Sport était en fait né quelque part en 1992. Voilà, avec Eurosport. Tombé du ciel, arrivé de nulle part. Il n'y a aucune mention de ce qui a été fait par l'équipe londonienne. Là, vous regardez sur Wikipédia, n'importe où. Oui. On a regardé, justement, c'est bien. On n'arrivait jamais à vous retrouver. C'est grâce à maintenant, grâce à Jean-François et aux vidéos, et que vous êtes un peu sur Twitter, c'est comme ça qu'on vous a retrouvés. Mais avant, vous étiez... nous, on a l'impression d'être des archéologues. On ne vous trouvait pas. On avait les vidéos et on ne vous trouvait pas. Et grâce à Twitter, c'est sorti. Et vous a retrouvés comme des archéologues. C'est pas nous qui vous avons retrouvé, c'est plutôt vous qui êtes venu d'ailleurs poster un message sur notre site. C'est-à-dire que moi, j'ai réagi à un message qui est apparu sur Twitter concernant le basketball, la NBA, etc. Et il y avait une mention TV Sport là-dedans, avec le nom de Georges Eddy, etc. Et moi, j'ai simplement mis un commentaire en réaction en disant que j'étais content de m'apercevoir qu'il y avait encore des gens qui avait le souvenir de TV Sport. Oui. Et puis, j'ai publié... Mais c'était vous. Mais TV Sport, c'était vous. C'était vous. Mais c'est pour ça, mais c'est votre voix qu'on connaissait. Et quand je parlais à Jean-François, j'ai dit, mais c'est exactement lui qui parlait, qui disait mention d'assistance pour les passes décisives, qui disait quart arrière pour quarterback au football américain, et qui parlait, la première voix où on entendait la NBA, c'était vous. Enfin, c'était vous tous, mais je dis, mais c'était votre équipe. Voilà. Et puis pour nous, ça reste des souvenirs impérissables. On aurait bien aimé que ça se termine autrement, disons, ou même que ça continue, parce que si on nous avait permis de continuer, ben on y serait peut-être encore. On aurait développé nos aptitudes et on travaillerait aujourd'hui avec des écrans de je ne sais plus combien ça fait en centimètres, avec la haute définition et les données de statistiques en direct via une liaison Internet, etc. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je fais encore de la description et du commentaire, même durant les Jeux olympiques. Alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est que, puisqu'on parle de Jeux olympiques, les seuls que je n'ai pas couverts d'une façon ou d'une autre sont ceux de Calgary en 1988. Chez vous. Parce qu'au même moment,
c'était la naissance de TV Sport. Ah oui. Ah, février 88. Oui, février 88. Voilà. Alors, c'est Vous la étiez à seule raison Londres. pour laquelle je n'ai pas fait ces jeux-là. J'étais pas au Canada, j'étais à Londres. Ah, c'est ça. Alors que c'était les vôtres. Alors qu'ils étaient chez nous à la maison. Et puis, sinon, mais tous les autres, je les ai couverts. Sauf que là, maintenant, avec la pandémie, évidemment, on fait ça à nouveau devant des écrans, mais avec la liaison directe avec l'ordinateur des jeux, les statistiques, les temps de si c'est de l'athlétisme, on a des temps de passage. Si c'est de l'haltérophilie, on a les changements de barre, etc. Tout est là. Alors, si on avait eu ça, nous, en 88, 89, 90, pour suivre des matchs de basket, ça aurait été le bonheur total. Oui, mais la différence, c'est qu'à l'époque, les téléspectateurs n'avaient pas Internet, par exemple. Donc, Exact. Ils n'étaient pas au courant non plus de toutes ces spécificités des athlètes et tout ça, alors que vous les donniez à l'antenne parce que vous aviez des fiches et tout ça. Donc on avait des fiches, on avait des guides pour chacune des équipes, des guides médias, où on trouvait toutes sortes d'informations intéressantes, pertinentes, et aussi, faut le dire, on avait dans nos oreilles ce que vous n'entendiez pas, vous. Oui. On avait le commentaire direct américain. Ah oui. Alors, s'il se disait quelque chose d'intéressant, ben, celui des 2 ou des 3 qui étaient là dans la cabine, qui n'étaient pas en train de parler, ben, il pouvait prêter oreille à ce que les Américains disaient et intervenir quand l'action dans le jeu s'arrêtait et arriver avec une information qui nous était un peu fournie gratuitement, mais c'était les moyens du bord pour pouvoir redonner un peu plus de couleur là, à nos reportages. C'était génial. Alors, comment vous avez décidé de vous installer à Londres? Vous aviez de la famille ou... Non, j'ai été recruté par la BBC. Ah oui, un prof de français défroqué, comme on dit. Ah non, mais attends, français défroqué, je me targue d'avoir utilisé le plus illustre des médias britanniques pour propager la francophonie, quand même. Oui, mais tu étais prof de français. Non, prof d'anglais, moi. J'étais prof de formation. Prof d'anglais, d'accord. Alors moi, c'est ça qu'on apprécie avec Harry, et comme beaucoup de gens, c'est déjà votre intonation, le ton, vos expressions. Les connaissances. Et surtout après, les connaissances. Et multicartes. Je crois que le plus difficile, c'est pas tellement la connaissance factuelle, c'est la réaction, comment dire, faire vivre l'événement, faire part de sa passion et la communiquer, la transmettre. C'est ça le plus difficile en réalité. Et je vous dirais qu'on livrait, je pense, une marchandise de meilleure qualité que dans bien des cas, à savoir que quand tu es sur place pour décrire une manifestation sportive, quelle qu'elle soit, ton attention peut être détournée par une multitude de trucs extérieurs, la foule, les faisceaux lumineux, alors que nous, dans notre petite cabine avec nos petits écrans de 20 cm, eh bien, la seule chose qu'on a pour décrire et faire vivre l'événement, c'est cette image-là. Et les cabines étaient dans la pénombre de toute manière, donc on n'avait que ça à voir. Hein. Oui, et donc nos commentaires collaient nécessairement à cette petite image. Ah oui. Et ça permettait justement aux téléspectateurs de ne pas s'y perdre. Aujourd'hui, écoutez souvent les commentateurs. Ils sont distraits. Ils sont distraits par autre chose. Ils vont vous parler de trucs que vous, à la maison, dans votre salon, vous ne voyez pas. Eux les voient, mais ils ne se servent plus des moniteurs comme nous, on avait appris à le faire. C'est comme si vous étiez à côté de nous, c'est comme si vous étiez à côté du spectateur, du téléspectateur. C'est comme si vous étiez à côté et que vous expliquiez comme à côté. Ouais, on voit les mêmes images. Puis on utilise les ralentis, puis si la caméra s'approchait d'un caucus avec le coach et les joueurs. Le caucus, je sais cette sur le caucus pour le coach. Le caucus, voilà, ça, je me souviens de ça. Ben, je ne connais pas d'autres mots, parce que c'est ça, oui. ils se mettent en petits groupes et le coach parle au milieu. Bon, ben, si tu veux aller chercher quelque chose de valable, tu te tais, tu écoutes ce que le coach dit, et ensuite tu traduis pour les autres. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris je ne sais pas le mot, c'est pas un anglicisme, c'est le québécisme en fait.
les traductions, le vrai français du vocabulaire anglais du sport américain, alors qu'ici, par facilité, on reprend le vocabulaire anglais. Et là, je parle sous le contrôle du prof d'anglais, hein. Ouais. Mais et il y avait plein de mots qui Il y a étaient, plein d'expressions comme ça. mais qui étaient remplis de sens en fait, Ouais. et qu'on apprenait, en vous écoutant. Je vous raconte une anecdote. La personne qui m'a mis en contact avec Olivier René Veillon, c'est M. Jacques Marchand. M. Jacques Marchand a été pendant des années journaliste, rédacteur-chef à l'Équipe. Et moi, j'avais connu Jacques Marchand ici, à Montréal, dans le cadre d'une manifestation socio-journalistique, si vous voulez. Il avait fait un déplacement, notamment en compagnie de Honoré Bonnet, qui était l'entraîneur personnel de Jean-Claude Killy. Et moi, là, on parle de 1981-82. Et 4 ans plus tard, je me retrouve à travailler à Paris, en 86, pour l'Association France-Québec, qui était un peu un pont avec la Délégation générale du Québec et l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors, j'ai passé 2 ans là. Et au bout de 2 ans, moi, je devais rentrer à Montréal. Mon contrat était fini. Et Jacques Marchand m'invite à manger chez lui et à dîner chez lui le soir. Et puis, il me dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Là, on bavarde de toutes sortes de choses. Et là, il me demande, il dit, est-ce que tu parles anglais? J'ai dit, vous devriez le savoir, je vous ai servi de guide à Toronto. Il dit, c'est vrai que je suis bête, etc. Il dit, ça fait 1 mois que j'ai sur mon bureau une lettre un nouveau truc, une nouvelle boîte qui commence et il se cherche des gars, des commentateurs pour aller à Londres. Ouais. Pour aller à Londres. Alors, il me montre la lettre en question et je regarde, il présentait ce qu'allait être TV Sport et il donnait la liste des sports et je vois basket NBA, football NFL, baseball majeur Là, ça fait tilt. et NHL hockey. Alors, j'ai regardé Jacques Marchand et je lui ai dit, il manque juste mon nom en dessous. Alors, ça, c'était le dimanche soir. Le lendemain matin, il téléphone le lundi à Olivier Veillon. Le mardi, je suis dans son bureau. Le mercredi, je suis embauché. Et mes valises qui étaient prêtes pour rentrer à Montréal, je suis parti pour Londres. C'est comme ça que ça s'est fait. Incroyable. Mais pour l'anecdote du français, il vient. Jacques Marchand, pendant que je travaillais à Paris, il siégeait sur un comité littéralement de l'Académie française et du ministère des Sports qui travaillait à ce moment-là à la francisation des termes de sport. Ah oui. Et il m'invite comme observateur. Et je me souviens, ça se fait quelque part dans un bureau très, très officiel. Et ils ont leur liste du jour pour savoir comment est-ce que ça s'adapte ou pas. Est-ce qu'on continue d'utiliser le terme en anglais ou pas? Qu'est-ce qu'on va proposer? Et ce jour-là, ils allaient parler de boxe. Et arrive, les coups, ils parlent de jab. Moi, je leur dis c'est un direct. Le hook, c'est un crochet. Voilà. Et arrive le mot break. L'arbitre qui demande le break entre les 2 combattants. Ça arrive souvent. Et là, j'ai les messieurs qui sont autour de la table qui disent break, c'est break, c'est break. Puis là, Jacques Marchand, il dit attendez, notre ami canadien, il est là, on va lui demander à lui qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Alors, c'est quoi break? J'ai dit bris. Et là, il y a un monsieur qui me regarde, mais je ne comprends pas. Bris, B-R-I-E? Non, bris, B-R-I-S, comme brisure. Break, c'est une brisure. Donc, il demande le bris dans l'action. Ouais, mais ça ne passera pas ici. Hein. Et puis voilà, ça a tellement de sens en plus, c'est ça qui est génial. Le fameux débat qui a eu lieu à propos du tennis pour le tie-break, le bris d'égalité. Oui, mais nous, on appelle ça le jeu décisif. Jeu décisif également. Pour ne pas que ça soit une copie, une adaptation de tie-break. Oui. On a trouvé, nous, jeu décisif. Bien sûr, oui. Les Mais, deux sont employés, je crois.
C'est ça que je voulais savoir, c'est que vous aviez quand même, alors c'est pas des contraintes, mais une certaine obligation d'imposer des mots français, en fait, pour vulgariser aussi ou Non, pas du on tout. avait Non, c'est vous qui avez pris l'initiative. c'est un choix qui s'est fait à l'intérieur de l'équipe, D'accord. Ok. tout simplement. Avec le soutien constant d'Olivier Veillon, soit dit en passant. Il Oui, n'avait pas de en plus. remarques ni de donner d'indications en ce sens. Il nous a C'est dit ça, Ouais. c'est ça. Vous toute aviez carte liberté blanche. Oui, oui. d'accord. Ouais. Wow, super. Et ça a été poussé jusqu'à une autre anecdote très drôle. On avait ce que vous appelez en France une speakerine, c'est-à-dire que c'est la voix charmante qui annonce les programmes à venir, etc. Et Dominique Dardoise, qui était notre charmante voix féminine à l'antenne. Et elle me dit, je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, tu vas recevoir les textes en anglais et tu les traduis en français, tu les adaptes en français. Et j'ai dit, tout se traduit en français. Elle me dit, OK. Et un jour, j'écoute l'antenne, ils avaient enregistré quelques interventions la veille au soir. Et j'entends, ne manquez pas dimanche après-midi, en direct de Calgary au Canada, la finale de la Coupe grise. C'est parce que le nom du trophée pour l'équivalent du Super Bowl, hein, l'équivalent du Vince Lombardi au football canadien, c'est la Grey Cup. Ah oui. Mais Traduit Grey, c'est dans le littéralement. sens Earl Grey, ancien gouverneur général du Canada. Et elle l'avait traduit parce qu'elle écoutait son patron, elle Ouais. avait tout traduit et c'était devenu Coupe grise. Et c'est allé à l'antenne comme ça. Heureusement, c'était tôt le matin. Elle a pu aller reprendre le fameux enregistrement. Mais on a rigolé avec ça pendant très longtemps. Bah, d'où, jusqu'à maintenant, on peut rigoler avec les 50 nuances de gris aussi. Oui, c'est exactement. C'est la même- ça vient de- Mais on a connu ça avant l'heure, nous, il y a 30 ans. Voilà. Mais c'était drôle parce que vous aviez certaines expressions aussi, alors on ne peut pas toutes les nommer ici, mais assistance aussi, par exemple, pour assist, les Ouais. passes décisives au basket. Passe décisive. Assistance. Et alors, ce qui nous faisait beaucoup rire aussi en tant que téléspectateur, mais je peux comprendre, vous disiez souvent NBA, la NBA. Et Ouais. j'ai toujours voulu savoir d'où ça venait. C'était une volonté de votre part ou plutôt que de dire C'était même NBA? pas, on n'avait même pas à y penser, ça se faisait naturellement. Tout le monde disait ça finalement. Oui, et de la même façon que on disait pas les Los Angeles Lakers, mais on disait les Lakers de Los Angeles. Ah oui, C'est oui, vrai, c'est vrai. Une petite chose comme ça. Prenez n'importe quel texte dans les médias en français qui traitent de basketball américain, c'est toujours les Chicago Bulls, les machins Mavericks. Bon. Mais nous, non, ce sont les Mavericks et de telle ville. Oui, Oui, c'est comme les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal. Voilà, c'était ça. Alors, c'est pas plus mal, ça ne dénature pas l'identité de l'équipe. Mais ce qui retranscrit de cette époque-là, c'est justement un grand professionnalisme au niveau de la langue déjà. Ne serait-ce qu'avant les connaissances, avant tout ça, le parler, l'utilisation du bon vocabulaire, au bon moment. Et puis comme le mot juste pour décrire une action, c'est très important. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas Il y a une facile, des difficultés de ce métier, justement. Comme on improvise constamment, on est en direct par définition, on n'a rien d'écrit. Hein. Tout vient spontanément. Et c'est là où trouver le mot juste à point nommé est difficile et important à la fois. Bien sûr. Je me souviens, Jean-François, d'une belle formule qu'on avait trouvée lorsqu'on a appris que Magic Johnson était porteur du virus du sida. On a dit, et ça c'est une formule que je n'oublierai jamais, Magic Johnson est redevenu Erwin Johnson. Ah oui. Ouais. Excellent. Et à travers tout ça, à travers tout ce sérieux, mais on s'est quand même bien amusé parce qu'il n'y a pas un jour depuis le début que je fais ce métier-là, il n'y a pas une fois où j'ai quitté la maison
en ayant l'impression d'aller travailler. Et j'ai toujours eu le sentiment de faire ce que j'aimais le plus au monde. Et quand c'est comme ça, ben, dites-le surtout pas au patron. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Mais ces gens, quand on aime ça à ce point-là, on le ferait gratuitement. Juste parce qu'on aime vivre notre passion et vivre la quête des athlètes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et quand on a la chance de s'approcher de ça et de vivre ça à leur côté, ben c'est inestimable. Et j'approche de la retraite, j'y serai dans 2 ans. Mais il n'y a pas une journée où j'ai eu l'impression d'aller travailler. Ah bah, c'est super. C'est une impression de partage aussi, oui. C'est pas un métier, c'est une vocation et on part pas travailler, c'est vrai. On va avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et avec l'envie de faire quelque chose de différent chaque jour. Donc, finalement, vous gardez de très bons souvenirs de cette petite période-là. Absolument. Et bon, vraiment, c'est peut-être anecdotique, mais il y a 2 ou 3 ans, Jean-François avait organisé des retrouvailles avec les anciens collègues et on s'est retrouvés autour d'une bonne table. C'était particulièrement chaleureux et sympathique dans un restaurant de Londres. On est venu ensuite le lendemain chez moi poursuivre ces retrouvailles particulièrement chaleureuses. Ouais, c'était à l'automne 2016. 5 ans déjà? Ouais, 5 ans Oui. déjà. Ben, avec la pandémie, on est tous un peu sur pause. On a l'impression que ça avance pas. Surtout, oui. Ouais. Mais c'est ça, c'est une idée que j'avais eue parce qu'on s'était dit à la fermeture de TV Sport que dans 5 ans, on devrait essayer de se revoir, puis tout ça. Bon, ben, la vie étant ce qu'elle est, certains sont partis ailleurs, se sont mariés, ont eu des enfants, des jeunes familles, etc. Le temps a passé, puis finalement, on s'est rendu compte que ça faisait presque 25 ans quand s'était écoulé sans qu'on se voit. Tout le monde, je veux dire, on s'était vu individuellement. Moi, ça va faire 30 ans, oui. c'est ça. Moi, j'avais vu Michael Junot, François May, Xavier Chevreau, mais sur une base individuelle, mais de réunir tout le monde en un seul endroit, on ne l'avait jamais refait. Et on s'est retrouvés à Londres. Puis ce qui était extraordinaire, c'est que malgré la longue période de temps qui s'était écoulée, dès l'instant où la nouvelle personne s'assoyait à table, la conversation reprenait comme si elle avait été arrêtée la veille. Alors, c'est génial, ça a ça, soudé on les parle liens. de sentiment d'équipe, de vie de groupe. Peu importe comment ça s'est terminé. Au bout du compte, ce n'est pas ça l'important. C'est les liens qui demeurent au sein de cette équipe-là, entre chacune des personnes. Et puis, vous voyez, quand vous m'avez dit que vous vouliez me parler, ben, je vous ai dit, je vous amène Gérard aussi. Et Ah bah puis, tout de suite, ça nous a fait j'ai plaisir. pas eu à chercher. Il n'a pas demandé 2 fois, non? Non, puis j'ai pas eu à jouer aux archéologues parce que Gérard est dans mes contacts réguliers. Alors voilà, c'est ce qu'on pensait, nous, avec Harry. C'était nous, pour le coup, on a dû jouer aux archéologues parce qu'il existe très peu d'informations, finalement, hein, pour le grand public. J'ai envie de dire. Ouais. Quand on cherche, on peut trouver. Mais est-ce qu'il vous reste de cette époque-là, par exemple, des photos ou des vidéos de l'équipe, quelque chose? Ouais, j'en ai quelques-unes, des Vous avez des célébrations au souvenirs, 1er ou 2e anniversaire où, par exemple, la direction avait invité tout le monde à Paris avec réception aux Fouquettes et une autre année, on était allé au Lido. Première table en avant sur les Champs-Élysées et tout. Alors oui, on en a moi, j'ai quelques photos. J'en ai une qui est accrochée sur mon mur. Je vais aller vous la chercher. Et vous allez voir le chabot de quoi il avait l'air il y a 30 en ans. 1988. Ah non, mais en tout cas, encore merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. Ça nous a fait Non, mais plaisir. ça fait plaisir à nous aussi, à Jean-François et à moi, de partager ces moments qui ont été pour nous inoubliables, on peut le dire. Oui. TV Sport, une équipe gagnante. Et vous avez sur la photo François May, derrière lui Philippe Crépeau. Je suis devant. Et il y a aussi le grand Michael Junot, le Suisse. À droite, oui.
et Xavier Chevreau en arrière. D'accord. Ah, très très bien. Très belle photo avec le logo. Et ça, c'était dans un magazine qui s'appelait TV Câble, je pense. Ouais. Il y avait eu un reportage. Celle-là, je l'ai fait laminer. Alors, c'est pour ça qu'il est encore en bon état, quoi.